Bonjour. Alors, si vous voyez cette vidéo sur LinkedIn, c'est que vous avez en face de vous Elran Valseka, ou même si vous voyez la vidéo ailleurs. En tout cas, je fais cette vidéo en ce moment même pour la poster sur le réseau social LinkedIn, puisque j'ai à peu près 12 000 contacts, en majorité francophones. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler de mes recherches et puis de mon travail. Bon, alors, la plupart d'entre vous, vous devez vous poser des questions sur mon profil parce qu'il y a plusieurs types d'activités, etc. Et puis, on est dans un pays, en tout cas la France, qui parfois peut avoir quelques doutes quand certaines personnes ont différents types d'activités ou des choses comme ça. On peut remettre en question le sérieux ou la pertinence. Alors qu'il y a des gens qui font plusieurs choses, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Donc tout ce que vous voyez sur mon profil, ben, c'est ce que je fais. Et j'ai un caractère un peu particulier, notamment parce que quand je fais quelque chose, bon, j'espère que c'est le cas pour tout le monde, mais a priori c'est loin d'être le cas, quand on fait quelque chose, on doit le faire bien. Voilà, et mon caractère, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais bien. J'ai un tempérament un peu trempé, déterminé. Donc tout ce que vous voyez sur mon profil, immobilier, bâtiment, enseignement, etc., c'est des choses que j'ai toujours fait avec passion et on a toujours loué mon sérieux et comment dire, mon abnégation. Voilà par exemple. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler d'une de mes activités préférées. Bon, qui n'est pas du tout rémunératrice, hein. En tout cas, c'est une activité qui pour moi est importante parce que elle est au centre de notre univers, de notre monde, et, euh, et d'ailleurs de toutes les activités, tout est lié de toute façon. Et en ce moment, en plus, bon, de tout temps, les hommes se sont posés des questions, hein, c'est sûr, mais en ce moment, on se pose beaucoup de questions parce que la démographie explose, les activités anthropiques ont un impact de plus en plus fort et marqué sur notre planète. Alors vous verrez que vous noterez que j'emploie rarement je mets peu de jugement de valeur et je décris simplement les choses pour essayer de les comprendre en fait. Donc je mets de côté les sentiments, les émotions, même si c'est important d'avoir des sentiments et des émotions, mais pour comprendre comment fonctionnent les choses en général, ou la science, ou le monde, on doit l'observer avec un regard neutre. Et effectivement, donc, comme je disais, à notre époque, il se passe beaucoup de choses, et c'est vrai qui touchent de plus en plus l'émotion, le côté émotionnel, euh, la destruction de l'environnement, la disparition d'un certain nombre d'espèces, les tensions dans le monde anthropique, les guerres, l'économie. Donc tout ça, ça revient à poser la question de la place de l'humain dans l'univers, en fait. Bon, aussi bien sur Terre, dans sa galaxie ou plus loin. En tout cas, la question elle est posée aujourd'hui et beaucoup d'entre nous, en tout cas les Occidentaux, euh, les pays en voie de développement ont peut-être des problèmes à résoudre qui sont beaucoup plus graves pour eux, manger ou se loger. Et c'est vrai que c'est aussi dans ces régions qu'on observe des problèmes de retraitement des déchets ou de gestion des ressources
parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Il y a un décalage entre les pays occidentaux, les pays en voie de développement. Donc il y a toute une typologie, il y a des points de vue qui ne sont pas du tout les mêmes, en fonction de là où vivent les sociétés humaines. N'empêche que les humains sont tous confrontés sont tous confrontés à la même réalité, seront tous confrontés à la même réalité, tôt ou tard, qu'on soit français, américain, russe, nigérian, chinois ou tout ce que vous voulez. À un moment donné, tout le monde sera affecté. Donc, et c'est déjà le cas quelque part, on commence déjà à être affecté. Les mouvements de population, les pressions sociales, pressions démographiques, comme je disais juste au début. Donc, les questions se posent en ce moment, elles se sont toujours posées, mais elles se posent d'autant plus aujourd'hui que est, euh, tout est en pression. Donc, il faut, pour réussir à comprendre pourquoi, parce que effectivement, à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement, il y a une pression sur la planète, sur l'environnement, sur les sociétés humaines. Donc il y a les sentiments, l'amygdale, le cerveau, l'hypothalamus central va tout de suite réagir. Il y a l'émotion qui va arriver, les baleines, les dauphins, les abeilles, la nourriture, les animaux dans les abattages, les abattoirs, le glyphosate et compagnie, les médicaments, tout ce que vous voulez, l'obésité, l'hédonisme, tout ça, on se demande, mais où est-ce que ça va, où est-ce qu'on va, c'est quoi tout ça? Mais en fait, donc l'émotion, il faut la mettre, il faut la baisser, et il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, et qu'est-ce qu'il y a en amont de tout ça, en fait. Quels sont les principes qui, au démarrage, sont au démarrage de tout ce que l'on observe et qui semble un peu fou, dingue. Les politiques qui ne sont plus des politiques en fait, qui sont des pantins au service de financiers, qui doivent gérer des intérêts, des très 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 gros intérêts. Pour eux, nous on n'est rien. Mais ces mecs-là, ils sont dans un processus et ils n'ont même pas idée eux-mêmes de l'origine du processus. Donc si eux-mêmes n'ont pas l'idée, la compréhension de l'origine du processus, bon, ils vont dire oui, oui, c'est œil pour œil, dent pour dent, etc. C'est pas faux. Mais il y a d'autres choses en amont. Et s'ils n'ont pas la conscience de ça, d'un système, d'un schéma, ils pourront pas comprendre l'erreur dans laquelle ils sont. Et même erreur, on n'est même pas obligé de dire erreur, même quelque part, mais il y aurait une erreur, semble-t-il. À moins qu'il y ait des choses qui nous échappent ou qui m'échappent personnellement. Peut-être que les mecs ont trouvé un système de propulsion interstellaire, et c'est comme dans les films de cinéma, que je raconte, dans les films d'Hollywood, où ça y est, les mecs les plus riches de la Terre vont se barrer, et puis tous les autres, les galériens, ils vont crever ici. Voilà, donc peut-être que c'est ça. Et au final, si c'est déjà le cas, bah c'est bon. Parce que c'est ce que demande le système. Le système ne demande ni plus ni moins que les humains aillent ailleurs. Parce que si ça, ça arrive, donc ça y est bon. C'est bon. L'humanité, le système devient entre guillemets éternel. C'est ce qu'on appelle un système de saut de puce. Donc a priori, c'est pas encore le cas. Sinon, il y aurait déjà des vaisseaux qui seraient partis, vu en plus la rapidité avec laquelle l'information est transmise aujourd'hui et à laquelle elle circule, on saurait déjà, même s'il existe des programmes secrets, que les humains ont fabriqué tel ou tel système de propulsion interstellaire. A priori, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout à ce stade. On est peut-être au stade de la préhistoire. Donc Elon Musk, avec ses fusées qui décollent et qui réatterrissent, et il met sa voiture en orbite, et il veut aller faire un tour sur Mars, le mec, il est encore à l'âge de la préhistoire, le mec. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, ou ceux qui me connaissent pas du tout,
mon travail principal, bon, j'ai un travail qui me permet de gagner ma vie, l'immobilier, le bâtiment, d'autres choses, mais mon travail de prédilection, c'est la recherche. Donc ma formation, c'est géographe, à Nanterre Université, et je suis très vite sorti du rang, entre guillemets, mais ça c'est pour des raisons personnelles, parce que j'ai été papa très tôt, mais ça m'a rendu service, parce que j'ai dû réfléchir par moi-même à des nouveaux concepts, à des nouvelles idées, et naturellement en plus, intuitivement. Et parce que je me suis posé des questions sur comment fonctionne l'univers. Donc à l'âge d'à peu près 22, 21 ans, 23 ans, parce que je suis devenu papa à 23 ans. Donc j'ai dû interrompre mes études, mais je suis resté à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ce bordel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi je suis en train de parler dans cet écran-là, pourquoi vous me regardez, pourquoi vous m'écoutez, pourquoi on arrive à parler, qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient et où est-ce qu'on doit aller. Voilà. C'était l'objet de mon travail depuis, donc là j'ai 41 ans, et j'ai mis toutes mes recherches, tout mon travail, je l'ai mis sur papier, et j'ai publié un ouvrage, donc l'année dernière, donc cette année, parce qu'il y a toujours des corrections en cours. En tout cas, il est disponible désormais à la FNAC, et l'ouvrage s'appelle Les 3 clés de l'univers. Donc dans cet ouvrage, je développe je développe 3 idées, mais l'idée principale, c'est, le fil conducteur, c'est qu'est-ce que l'univers? C'est quoi ce truc, l'univers, l'immensité? Qu'est-ce que donc ce que moi j'ai appelé le système avec un grand S? Parce que l'univers, ce n'est finalement que 3 principes, selon moi. Donc j'ai dû élaborer des nouveaux concepts et des néologismes pour expliquer le fonctionnement de ce que l'on observe aujourd'hui, de ce qu'on observait avant et de ce qu'on observera demain. Voilà. Donc il y a 4 chapitres. Le premier chapitre, il développe l'idée que, en fait, on a un premier principe, c'est les 3 clés de l'univers. C'est pour ça qu'il y a 3 premiers chapitres qui parlent de ces 3 clés, ces 3 principes majeurs. Et le 4e parle du capitalisme. Donc le capitalisme qu'il faut bien définir, qu'il faut bien comprendre pour saisir dans quel système on se trouve et qu'est-ce qui signifie exactement. Parce que, je reviendrai sur les 3 premiers chapitres, je parle d'abord du capitalisme, c'est intéressant à analyser, parce qu'aujourd'hui on va parler du capitalisme comme une option, vous voyez, comme quelque chose qu'on peut éventuellement éradiquer, stopper, modifier. On peut le modifier, oui, mais le capitalisme, tout comme la gravitation, c'est une loi. Donc c'est pas quelque chose qui est hors de l'humanité. C'est pas quelque chose qui provient même de l'humanité, quelque part. C'est un fait. C'est une loi. C'est un processus de transformation. Voilà. Et d'ailleurs, le premier chapitre parle de la transformation. La transformation, en règle générale, la transformation de la matière et de l'énergie. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez sur mon travail, c'est que j'ai pas de formation scientifique à proprement parler comme on l'entend dans nos sociétés. Et à ce propos, je fais une parenthèse sur ce qu'on entend par science en général. Donc, il faut aussi bien comprendre que les scientifiques n'ont pas forcément une vision absolue des choses. Et que, en règle générale, les scientifiques sont cloisonnés dans des disciplines bien précises. Donc, les scientifiques, ce sont des spécialistes de certains domaines. Donc, et c'est ce pourquoi notamment qu'aujourd'hui on a une recrudescence de certaines disciplines qui décloisonnent tout ça pour essayer d'avoir des visions un petit peu plus larges et un petit peu plus complètes du système, justement. Donc les scientifiques c'est bien, ça nous apporte des outils de lecture, de compréhension, comment fonctionne, à quelle vitesse se déplace la lumière, comment fonctionne la gravitation, Newton, pour revenir bien en arrière, ou des choses aussi banales que des ingénieurs qui vont travailler dans des choses bien spécifiques. Voilà, donc ça, les scientifiques, ce sont des catégories d'activités spécifiques. Donc le mot science et le terme scientifique, ce sont des choses qu'il faut prendre avec des pincettes.
Tout ça pour dire que les scientifiques n'ont pas forcément la vérité. Voilà. Certaines disciplines arrivent, par contre, à toucher du doigt certaines réalités et certains faits que les scientifiques dans certaines disciplines vont avoir plus de difficultés à saisir. Faudrait que je vous donne des exemples, j'en ai pas à l'esprit. Alors, en tout cas, pour revenir, je me suis perdu. Où est-ce que j'en étais? Le capitalisme. Donc le capitalisme, je l'ai étudié dans le 4e chapitre, c'est tout à fait passionnant, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire, oui, ça faut du capitalisme, s'il y a ceci, il y a cela. Il y a cela. Le capitalisme, en fait, c'est une loi. C'est une loi de la transformation. Voilà, oui, parce que je disais tout à l'heure que le 1er chapitre parle de la transformation comme d'une loi. Comme Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si vous regardez autour de vous, vous allez très vite comprendre. Bon, je reviendrai sur le capitalisme. Hein. Je fais souvent des va-et-vient, mais je suis obligé parce que ça part. Donc, la transformation, qui est une loi, bon, j'aime beaucoup rappeler le travail de Lavoisier, qui disait, c'est ce sur quoi je me suis basé pour essayer d'élaborer, pour comprendre le système, ben c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne vient de rien, rien ne disparaît, et constamment les choses elles se transforment. Il n'y a rien qui ne se transforme pas. Et quand j'ai pensé à ça quand j'étais étudiant, bon, ça paraissait simple ou même banal. On se disait, ah oui, c'est beau, c'est marrant, etc. Tout se transforme. Et finalement, j'ai eu comme une révélation ou une intuition. À partir de là, je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc là. La transformation de la matière et de l'énergie. Bon, déjà, matière-énergie, c'est la même chose. On va faire simple. On peut même appeler ça la matière-J. Comme ça va être réglé. Donc là, je me touche, je parle, tout ça, c'est de la matière et c'est de l'énergie, c'est la même chose. L'écran, l'écran de téléphone, le téléphone que je tiens dans la main, c'est de la matière-J. Voilà. La différence avec moi, c'est que le téléphone, il n'a pas d'esprit as. Mais ça, c'est le 2e chapitre. C'est-à-dire qu'il ne transforme rien de lui-même. Les humains l'ont programmé pour effectuer des opérations. Donc, à partir d'énergie. Donc, je recharge l'appareil, l'énergie permet de faire certaines choses. À partir de matériaux qui sont intégrés à l'intérieur, je peux me voir et vous pouvez me voir. Grâce à la lumière qui m'éclaire. Les capteurs qui captent la lumière, etc., etc. Mais, en lui-même, le téléphone, qui est comme un ordinateur, il n'est pas un esprit as. Il ne transforme pas, il ne transforme pas par lui-même. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut faire que ce qu'on lui dit de faire. Les humains, ce que les humains lui ont demandé de faire. Donc, tout se transforme. Donc, revenons à Lavoisier. Et donc là, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce délire? La transformation, tout se transforme tout le temps. Donc ça y est, boum, c'est un principe. Donc c'est un principe. On prend la gravitation, on prend la lumière, on prend tout ce qu'on veut, toutes les lois justement de la physique. Maxwell, la thermodynamique. Et justement, la thermodynamique, on parle. La thermodynamique, la conservation de la masse dans les transformations. Ben c'est ça en fait. Tout se transforme tout le temps. Donc c'est Lavoisier, la thermodynamique. J'ai pas étudié la question, mais c'est la même chose. Donc, on pouvait partir du principe, on doit partir du principe que le système dans lequel nous nous trouvons actuellement est fait d'un premier principe qui fait que constamment, tout le temps, les choses se transforment, changent d'état. Il n'y a rien qui ne change pas d'état. Donc j'appelais ça la TME. Premier principe de l'univers, transformation de la matière et de l'énergie. Facile. Et quelques années plus tard, je repensais à ce principe. Je reparlerai du capitalisme tout à l'heure. Vous allez comprendre. Et je me suis dit, quelques années plus tard, j'ai eu pareil, une intuition dans mon lit. Je me suis dit, mais cette transformation de la matière à l'énergie, c'est bizarre. Elle est organisée. Elle est organisée en 2 modes. Il y a un mode où il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de créature
Il y a un mode sans créature, c'est-à-dire sans organisme, et un mode avec organisme, c'est-à-dire avec un programme de transformation de la matière et de l'énergie, donc un programme de matière J. Je vais donner un exemple rapidement. Donc ça veut dire qu'à la base, on a la transformation générale, la TME générale, donc dans lequel tout se transforme. Donc on peut là-dedans mettre la pluie, l'éruption volcanique, le tremblement de terre, le trou noir, les galaxies, les supernovas, tout ce que vous voulez, tout ce que là-dedans vous mettez, tout ce que vous voulez. C'est que de la transformation. Vous mettez les dinosaures, le pétrole, les humains qui fabriquent des voitures, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la TME générale. C'est la première clé du système. Là-dedans, c'est fourre-tout. Mais deux modes. Il y a un mode avec un esprias, donc j'ai inventé ce mot, ce concept, c'est simplement un programme de transformation de la matière J augmentée. Et il y a un autre mode où il n'y a pas du tout ça, c'est un mode primitif. Par exemple, un trou noir. Un trou noir, il n'y a pas d'esprias. Le trou noir, c'est juste de la TME générale. Le soleil, qui, qui, en, qui, en, qui produit donc de l'énergie constamment, qui se transforme à l'intérieur, donc c'est bien de la TME générale, il produit des photons. Donc on l'a aujourd'hui, là, la lumière du soleil m'éclaire, parce que c'est de la TME générale. La pluie, il pleut, TME générale. Et on peut du coup faire une classification de la TME, dans la TME que j'ai appelée infractive, c'est-à-dire sans esprias, et la TME proactive avec esprias. Donc TME générale, divisé en deux, TME infractive, la primitive si vous voulez, et l'autre à côté, la proactive avec les esprias. Donc tout le monde vivant. Et après, on va voir d'où viennent les esprias. Ça, c'est le chapitre 2. Voilà. Donc, intéressons-nous au mode infractif de la TME générale. Eh ben, de quoi est-ce qu'on peut s'apercevoir? Eh ben, c'est un truc de dingue encore. C'est tellement simple. On a un mode de TME en décalage de puissance, en hiérarchie, une typologie. On a la TME cosmique, rayon gamma, une explosion d'une galaxie, supernova, je sais pas où, dans quel bled à je sais pas combien d'années-lumière, boum, envoyer des rayons gamma ou le trou noir qui avale je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand. TME cosmique, en termes de puissance. La puissance infractive, là, elle est très forte. Le soleil qui nous irradie, qui envoie des rayons, le spectre lumineux, infrarouge, ultraviolet, tutti quanti, c'est de la TME cosmique. Voilà. L'origine, TME cosmique. Une météorite qui vient s'écraser sur Terre, TME cosmique. TME, transformation de la matière et de l'énergie, d'origine cosmique. C'est-à-dire, elle est externe. Elle est dans l'infractif supérieur. Simple. Après, stade en dessous, TME tellurique. Éruption volcanique. Vous êtes en Sicile, l'Etna, c'est de la TME tellurique. C'est-à-dire que cette transformation de matière et d'énergie, et de l'énergie, elle se situe désormais au niveau de l'astre. Ça concerne l'astre tellurique. Tremblement de terre. TME, transformation de la matière et de l'énergie, tellurique. Si vous étiez sur Mars et qu'il y avait un tremblement de terre, ça serait pareil. Ça serait la même organisation, le même schéma. Troisième stade inférieur, TME climatique. Donc, il neige, il vente, il pleut, il y a un ouragan, tout ce que vous voulez, il fait chaud, c'est de la TME d'origine climatique. Voilà. Donc il n'y a toujours pas d'esprias, il n'y a rien, c'est du primitif. Mais il est organisé sous forme de puissance ou de strates. Voilà, donc ça c'est les 3 niveaux de TME infractifs. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a que 3. Et après en dessous, on a de la TME proactive, ça veut dire organisée, provenant d'organismes,
donc, comment dire, doté d'esprias. Je cherchais le verbe doté d'esprias. Voilà. Donc, 2 modes de transformation, infractif, proactif, et les esprias. Et ça, c'est intéressant, les esprias, parce que ça fait l'objet donc d'une étude particulière. Donc, dans le chapitre 2, c'est la deuxième clé du système. Donc, la transformation, jusqu'à présent, elle nous a guidés pour comprendre comment organiser le système. Voilà. Donc l'autre jour sur Facebook, je voyais une photo du port de Durban complètement saturé de bouteilles, de plastique, de tout ce que vous voulez. C'était un truc de dingue. Et puis quand je voyais ça, je voyais quoi? De la TME proactive, mais avec incidence infractive. Voilà. On peut parler d'incidence quand l'organisme doté d'esprias va avoir un impact sur son environnement à une échelle importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les géologues ont nommé notre époque géologique Anthropocène. Anthropo l'homme, et scène l'époque. Anthropocène. Parce que eux ne savent pas, les géologues. Mais moi, je vous le dis, parce que l'impact, il y a une équivalence infractive des activités anthropiques sur son astre, donc la Terre. Voilà. Donc il ne s'agit pas pour l'instant d'y mettre un jugement de valeur, de dire c'est bien ou c'est mal. Il s'agit simplement pour l'instant de comprendre qu'il y a un processus sous-jacent aux activités anthropiques, aux activités en règle générale, aux activités dans l'univers. Voilà. Alors maintenant, la question se pose, c'est de savoir jusqu'où aller dans ces activités de transformation, puisqu'il ne s'agit que de transformation. Et où est-ce qu'elles nous mènent? Et comment les réguler, comment les contrôler, comment les gérer. Voilà. Parce que le souci, c'est qu'il y a une compétition entre les humains, et là, les compétitions, elle est